Je m'appelle Véronique Leblond, je fais partie du comité scientifique de l'association de patients pour la leucémie lymphoïde chronique et la maladie de Waldenström, SILC. Nous, cliniciens, on a vraiment poussé à la création d'une association de patients. Il y a vraiment un besoin des patients pour répondre à de nombreuses questions qui se posent sur ces maladies qui sont des maladies rares, en particulier la maladie de Waldenström, et pour lesquelles il y a peu d'informations facilement accessibles. C'est pour ça que j'ai tout à fait rapidement et avec beaucoup de plaisir participé à ce conseil scientifique et à aider à la création de cette association et à valider aussi de façon scientifique les documents qui sont sur le site, parce que je pense que c'est très important d'avoir une validation médicale des documents accessibles aux patients, car parfois on peut trouver tout et n'importe quoi sur Internet, ce qui peut créer parfois des situations difficiles et des grandes angoisses aux patients. Donc, la maladie de Waldenström est une maladie rare puisqu'elle représente environ 5 nouveaux cas par million d'habitants par an. Donc c'est une maladie pratiquement orpheline et beaucoup moins fréquente que la leucémie lymphoïde chronique en termes de à la fois fréquence et mode de découverte. La moitié des patients sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun signe, ils sont comme vous et moi. Et très souvent c'est une découverte un petit peu par hasard, puisque vous savez qu'on fait de plus en plus d'examens complémentaires, de numération, de bilans sanguins dans le cadre d'inscription par exemple pour avoir des prêts immobiliers ou dans le cadre de la médecine du travail, etc. Et à l'occasion donc de ces bilans, on peut découvrir cette maladie par des signes un petit peu indirects qui sont en fait une accélération d'une vitesse de sédimentation. La vitesse de sédimentation, c'est un test pour voir s'il existe ou pas une inflammation. Et cette vitesse peut augmenter lors d'une maladie de Waldenström et le médecin ou traitant va faire un point et va rechercher la cause de l'augmentation de cette vitesse de sédimentation. Et à l'occasion donc de ce bilan, il va en général demander une électrophorèse des protides, donc la recherche des protides particuliers. Et c'est sur cette électrophorèse des protides qu'on va retrouver une immunoglobuline, un protide qui va être très augmenté, responsable de cette accélération et qui est un marqueur de la maladie de Waldenström. Donc 50% à peu près des patients sont asymptomatiques au diagnostic. Donc quand on va trouver cette immunoglobuline anormale ou augmentée, souvent le patient va venir en consultation d'hématologie ou une consultation spécialisée et on va faire le bilan de cette anomalie et c'est à cette occasion-là qu'on va pouvoir penser que c'est une maladie de Waldenström. Et pour le prouver, il faudra faire un myélogramme, regarder dans la moelle osseuse du patient s'il y a une augmentation des cellules qui fabriquent cette fameuse immunoglobuline. Donc c'est le mode de révélation le plus fréquent en fait de cette maladie, un peu par hasard entre guillemets. Et les patients qui ont cette maladie de Waldenström asymptomatique, si on reprend de vieux examens complémentaires anciens, on peut déjà parfois trouver déjà une vitesse de sédimentation qui était augmentée 1 an, 2 ans auparavant et pour lequel on n'avait pas fait de bilan particulier. L'autre mode de découverte, c'est que lorsque les patients ont des signes qui sont symptomatiques, et à ce moment-là, le médecin traitant va faire des examens particuliers pour essayer d'expliquer les signes. Les signes les plus fréquents, ce sont des signes qui sont liés à une anémie, donc à une diminution de fabrication des globules rouges par la moelle osseuse, qui va être responsable donc de fatigue, d'essoufflement, de palpitations. Donc le patient va aller voir le médecin qui va faire un bilan et il va trouver une diminution donc des globules rouges et il va faire donc le diagnostic d'anémie. Donc c'est la majorité des signes pour lesquels ce qui révèle cette maladie de Waldenström lorsqu'elle est symptomatique, mais il peut y avoir d'autres aussi signes qui vont faire rechercher cette maladie et qui sont en fait cette fameuse protéine dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un anticorps et quand on a un anticorps, il peut reconnaître un antigène, donc quelque chose qu'on a en soi, et il peut attaquer et donc entraîner des signes. Et cette fameuse protéine, parfois, elle a une activité anticorps contre des antigènes qui sont portés par les cellules nerveuses. Et on peut donc avoir ce qu'on appelle une neuropathie qui va révéler en fait cette maladie parce qu'on va avoir une atteinte des nerfs périphériques avec des fourmillements, avec des crampes. Donc ce sont des malades qui vont d'abord aller voir le médecin généraliste, qui va les envoyer voir le neurologue va faire le bilan, et au cours de ce bilan, il va trouver cette protéine anormale, et ces patients vont être suivis après conjointement par le neurologue et l'hématologue.
plus rarement, cet anticorps peut reconnaître des antigènes qui sont portés à la surface des globules rouges et donc déclencher un autre type d'anémie, qui est une anémie qui se déclenche au froid et qui peut aussi donc être symptomatique, et par ce biais-là, à nouveau, le malade arrivera en hématologie et le diagnostic sera fait à cette occasion-là. Mais il faut bien noter que des patients asymptomatiques peuvent rester asymptomatiques pendant des années, et s'il n'y a pas de manifestation de cet anticorps délétère, s'il n'y a pas d'anémie, s'il n'y a pas de diminution de la fabrication des autres lignées par la moelle osseuse, ces patients ne nécessitent pas un traitement et seront surveillés régulièrement, tous les 6 mois, avec des examens très simples qui seront une prise de sang et un examen clinique. Et le traitement ne sera déclenché que si ou apparaît une anémie, ou apparaît des signes particuliers qui font qu'ils deviennent symptomatiques. Donc c'est pour ça que ces maladies sont découvertes un peu par hasard, puisqu'il y a beaucoup de patients qui n'ont aucun signe et on n'a aucune raison d'aller rechercher quoi que ce soit. Quelle est l'évolution de cette maladie de Waldenström, puisque c'est une question majeure pour eux, bien sûr. Alors, il faut savoir que c'est une maladie chronique, d'abord, c'est une maladie d'évolution lente, et les patients asymptomatiques, dont j'ai parlé tout à l'heure, le temps médian, c'est-à-dire en statistique d'évolution vers un traitement, ça peut être 10 ans, 15 ans. Donc pendant 10 ans, cette maladie peut rester complètement asymptomatique et nécessiter qu'une simple surveillance. À partir du moment où elle évolue, donc elle revient symptomatique, soit sur le mode l'anémie apparaît, soit éventuellement cette fameuse immunoglobuline peut augmenter quand la fabrication par la moelle osseuse, par les cellules de la moelle osseuse augmente, l'immunoglobuline dans le sang va augmenter et peut être responsable d'un syndrome qu'on appelle syndrome d'hyperviscosité. Ce que ça veut dire que cette protéine augmente dans le sang devient plus épais, entre guillemets, donc ralentit dans la circulation des petits vaisseaux, et les petits vaisseaux, c'est principalement au niveau du cérébral, donc va entraîner des troubles qui vont être des maux de tête, qui vont être des troubles de l'audition, qui vont être des vertiges, donc surtout des troubles plutôt neurologiques aussi, mais parce que des problèmes de circulation cérébrale, et à ce moment-là, cette maladie devient symptomatique, et il faut bien sûr la traiter pour faire diminuer le taux d'immunoglobuline. L'autre type d'évolution, c'est une évolution parce que les cellules de la moelle osseuse se multiplient, et donc il y a une diminution de la fabrication des éléments normaux, donc soit les globules rouges, mais éventuellement parfois les plaquettes qui peuvent diminuer, soit les globules blancs, et puis aussi parfois ces cellules prolifèrent pas uniquement au niveau de la moelle, mais peuvent proliférer au niveau de la rate, au niveau des ganglions, donc entraîner une masse tumorale entre guillemets plus importante qui va nécessiter aussi un traitement. À partir du moment où on traite, l'évolution est très variable, mais elle est aussi en général marquée par des améliorations, des temps où il n'y a plus besoin de traitement, puis la maladie revient, on rechange de traitement, on reprend le même, la maladie se réaméliore. Donc il y a des poussées entre guillemets de cette maladie qui sont contrôlées par différents traitements. C'est vrai que c'est une maladie théoriquement dont on ne guérit pas au jour d'aujourd'hui, sauf avec des traitements très agressifs type greffe de moelle osseuse qui sont rarement utilisés puisqu'ils peuvent être utilisés quand on pense que le bénéfice à faire ce traitement est supérieur au risque. Donc c'est le médecin qui va peser le pour et le contre. Puis il faut être plus jeune et puis il faut avoir des donneurs, donc c'est assez compliqué. Autrement, on utilise tous les moyens qu'on a à notre disposition thérapeutiques qui sont en nette augmentation avec beaucoup de nouvelles molécules qui apparaissent, qui sont efficaces, qui vont entraîner des rémissions de plus en plus longues. Et il faut donc garder un espoir important parce que les choses bougent beaucoup. Il y a 20 ans, on avait un médicament dans cette maladie, maintenant on en a 10. Donc le tout, c'est de savoir les utiliser, éventuellement les associer, savoir les choisir en fonction du tableau et les adapter au patient, à son âge, aux comorbidités. Mais il y a vraiment des progrès thérapeutiques importants dans cette maladie dont les patients vont bénéficier et bénéficient déjà. La question majeure que vont poser les patients lorsque je les vois en consultation et qu'on fait le diagnostic de cette maladie, ils vont me dire « mais je ne comprends pas, j'ai une maladie hématologique qui est chronique et pour le moment vous ne me proposez aucun traitement. Expliquez-moi pourquoi. Vous devriez traiter tout de suite, docteur, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me surveiller, ma maladie risque de s'aggraver, le traitement sera peut-être trop tard, etc. » Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord,
tant que la maladie est asymptomatique, le patient vit une vie tout à fait normale, a une activité normale, il n'y a aucun retentissement de cette maladie sur le patient, et que j'aurais un traitement miracle qui guérit tout le monde à 100%, je le donnerai immédiatement, je ne me poserai aucune question. Malheureusement, j'ai des traitements qui freinent les choses, mais qui ne guérissent pas la maladie pour le moment. Donc ces traitements, ils sont tous des effets secondaires. Ce sont des traitements qui peuvent entraîner des troubles digestifs, qui peuvent entraîner des diminutions des globules blancs, qui peuvent entraîner des infections. Donc ces traitements, à juste titre, je vais les garder quand le patient en aura vraiment besoin. Et je ne vais pas exposer mon patient qui peut vivre 10 ans très bien, sans aucun effet secondaire, avec ces traitements qui vont lui entraîner des effets secondaires. Donc il faut les donner quand ils sont nécessaires. Et en plus, les cellules sont intelligentes. Et si je baigne mon patient, entre guillemets, dans un traitement, les cellules vont s'adapter, habituer à ce traitement. Elles risquent d'échapper à l'efficacité de ce traitement quand j'aurai vraiment besoin de le donner, parce que c'est un traitement majeur. Donc je risque d'exposer à une résistance des cellules de mon patient qui ne sera plus aussi bon répondeur lorsque j'aurai vraiment besoin de ce traitement. Et puis, on n'a pas la science infuse. Je dis 10 ans sans que les patients évoluent. Puis il y a des patients qui vont évoluer au bout de 3-4 ans. Il y a des patients qui vont évoluer au bout de 15 ans, 20 ans. Donc s'il y a un patient à 70 ans, il n'aura peut-être jamais besoin de traitement. Il ira très bien. Et il mourra, entre guillemets, d'autre chose, de vieillesse. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de justification scientifique au jour d'aujourd'hui de donner un traitement précoce pour des patients qui ne sont pas symptomatiques, parce que je ne vais pas leur rendre service. Et le but des choses actuellement, c'est comme on le fait pour la leucémie lymphoïde chronique, c'est d'essayer d'avoir assez tôt dans l'histoire de la maladie des facteurs qui vont nous aider pour dire ce patient-là va évoluer très vite, ce patient-là n'évoluera pas ou très peu ou très tard. Et donc là, peut-être que si j'ai des très bons traitements, je les donnerai peut-être plus tôt pour ceux qu'on sait qu'ils vont évoluer rapidement. C'est une question qui reste posée. Mais pour le moment, je n'ai pas encore la réponse et je ne sais pas. Parfois, on a des petites idées de savoir qui va aller plus vite vers un traitement que d'autres, mais pour le moment, il n'y a pas encore de règles scientifiques là-dessus. Donc, je crois qu'il faut rester dans cette situation de surveillance qui n'est pas très rapprochée. En gros, un patient asymptomatique, on le voit en consultation tous les 6 mois, ça suffit. C'est jamais une maladie qui va évoluer brutalement. Ça ne va jamais augmenter vite, le pic ne va jamais augmenter vite. Les protides, s'ils augmentent, ils vont augmenter tout lentement. Si jamais il apparaît des ganglions, ils vont apparaître très lentement. Si l'anémie arrive, elle ne va jamais arriver en 24 heures. Donc c'est pour ça qu'on a le temps de réagir et de débuter un traitement tranquillement.